Ce soir d'octobre 1978, un jeune homme a peut-être vécu une rencontre avec quelque chose d'inconnu et n'est jamais revenu. Nous étions en vol depuis 20 à 30 minutes quand, d'un coup, tout a lâché. L'avion s'est littéralement éteint. Plus rien. Comme si quelqu'un avait simplement débranché l'engin en plein ciel. Tout est devenu noir. Une hôtesse a décollé du sol et a frappé le plafond, suivi de la moitié du chariot de boissons qui s'est envolé comme dans un mauvais rêve. J'ai senti mon corps quitter le siège, même avec la ceinture attachée. Les masques sont tombés du plafond, claquant dans le silence soudain. Ça n'a duré que 3 ou 4 secondes, mais j'aurais juré que ça avait pris une éternité. Le temps s'est figé, comme suspendu entre la peur et l'incompréhension. Puis, aussi vite que c'était arrivé, tout est revenu à la normale. Lumière, moteur, calme relatif. Mais le cœur, lui, continuait à cogner. Quelques minutes plus tard, le pilote a pris la parole. Une seule fois. Sa voix, fatiguée, tremblante presque, a simplement dit « Nous allons procéder à un atterrissage d'urgence sous peu ». Rien de plus. Mais c'était suffisant. On a tous compris dans sa façon de le dire que lui aussi avait eu peur. C'était bref, sec, comme s'il luttait pour garder le contrôle, pas seulement de l'avion, mais de lui-même. On a atterri sans problème majeur, sur une petite piste d'un aéroport perdu au milieu de nulle part. Personne n'a applaudi. Ce n'était pas ce genre de vol. C'était le genre où tu réalises à quel point tu n'as aucun pouvoir là-haut. Le genre qui fait naître des silences entre des inconnus. Il y avait un petit restaurant dans l'aéroport. Un type de la première classe, probablement un cadre ou un gars qui avait déjà frôlé la mort avant, a payé une tournée générale. Il était 9 heures du matin. Personne n'a hésité. Tout le monde a bu. Même l'hôtesse qui avait frappé le plafond. Elle a démissionné sur place. Elle s'est assise avec nous et a bu aussi, sans un mot. On ne nous a jamais expliqué ce qui s'était passé. Juste des excuses vagues et un plan chaotique pour nous envoyer ailleurs, sur d'autres vols, à des heures différentes. Beaucoup ont fini par louer des voitures ensemble, créant des sortes de mini-communautés temporaires faites d'inconnus liés par un moment de panique suspendu. Moi, la prochaine fois que j'ai dû prendre l'avion, j'ai bu. Pas pour le goût, pas pour fêter quoi que ce soit. Juste pour calmer mes mains, mes pensées, cette mémoire vive qui ne voulait pas me lâcher. Je n'ai plus jamais pris un vol sobre depuis ce jour-là. Le mardi 24 juin 1947, Kenneth Arnold, pilote expérimenté et entrepreneur issu du nord-ouest des États-Unis, survole les contreforts du mont Rainier dans son avion privé, un Colère A2. Il s'est écarté de sa trajectoire initiale reliant Cheali à Yakima pour participer à la recherche d'un avion militaire disparu quelques mois plus tôt. Il est vers 15 heures, l'atmosphère est limpide et le vent léger. Subitement, une lumière brillante attire son attention, 9 éclats scintillants volent en formation à gauche, à grande distance. Intrigué, il cherche à identifier un avion militaire proche. Il repère un DC-4 plus discret, bien plus éloigné. Il comprend rapidement que ces 9 objets sont nettement distincts et bien plus rapides. Ces crafts filent en ligne, puis en V, traversant la chaîne des cascades avec des mouvements rapides et erratiques. Arnold observe qu'ils se déplacent, comme des soucoupes qu'on fait glisser sur l'eau, une métaphore sur leur trajectoire, mais la presse interprétera qu'ils ont la forme de soucoupes. En ouvrant sa fenêtre pour confirmer l'absence de reflets, il continue l'observation. Il surveille leur déplacement d'environ 80 km en 102 secondes, calculant une vitesse d'au moins 1700 milles par heure, largement au-delà de tout avion connu en 1947. L'expérience, bien que déroutante, ne l'effraie pas intrigué, il pose un atterrissage à Yakima pour faire le plein, puis se rend à un meeting aérien à Pendleton. Plus tard, il décrit l'incident à des journalistes, exprimant l'émerveillement et le sérieux de son témoignage. Ces mots déclenchent une vague, les articles reproduisent son expression mal interprétée, flying saucé, et bientôt les rapports affluent aux États-Unis d'observations similaires. Cependant,
les autorités militaires restent prudentes. L'armée de l'air évoque d'abord une illusion optique ou un mirage, malgré la réputation d'observateur fiable d'Arnold. Plus tard, l'Air Force lancera Project Sign puis Blue Book pour tenter d'élucider ces phénomènes. Kenneth Arnold, quant à lui, poursuit ses recherches sur les phénomènes aériens non identifiés, devenant l'un des visages fondateurs de l'ufologie moderne. Vol transatlantique pour l'Allemagne, en classe affaires. Je dormais profondément quand une annonce a brusquement retenti dans la cabine. Une voix tendue a demandé s'il y avait des policiers ou des militaires à bord et a prié qu'ils se manifestent immédiatement. Ancien militaire, j'ai ouvert les yeux en sursaut. Avant même d'avoir le temps de comprendre, j'ai tourné la tête à droite et j'ai vu 2 passagers en train de maîtriser un homme au sol, juste à côté de moi. C'était un chaos froid et silencieux, comme dans les instants qui précèdent une tempête. Quelqu'un est arrivé avec des menottes souples, des sortes de gros liens en plastique. Il ne savait pas comment les utiliser, alors j'ai pris le relais, par réflexe plus qu'autre chose. Mon corps s'est mis en mouvement avant que mon cerveau ne rattrape la situation. Le type avait complètement perdu les pédales. Il s'était saoulé, était devenu agressif, et avait fini par tenter de se précipiter vers le cockpit. C'était bien après le 11 septembre, alors personne n'a pris ça à la légère. L'ambiance dans l'avion s'est figée. Plus personne ne dormait. Plus personne ne parlait non plus. On l'a solidement attaché et il a passé le reste du vol au sol, à mes pieds, inconscient ou grognant par moments, les bras liés, incapable de bouger. 2 heures entières dans cette position, à essayer d'ignorer sa présence, le regard vide, les jambes tendues pour ne pas le toucher. À l'atterrissage, un groupe de policiers allemands est monté dans l'appareil. Ce n'étaient pas des agents ordinaires. Ils portaient une tenue sombre, presque militaire. Casque, gilet, visage fermé. Aucun mot. Juste des gestes nets. Ils l'ont emmené comme un colis indésirable. En quelques secondes, il avait disparu. Je ne me suis pas rendormi après ça. Le 11 novembre 1979, le vol JK-297 de la compagnie espagnole TAE, Transport Aéreo Yanlas, quitte Salzbourg, en Autriche, à destination des îles Canaries, avec une escale prévue à Majorque. L'appareil est un McDonnell Douglas DC-9, et à son bord se trouvent plus de 100 passagers. Le vol se déroule normalement jusqu'à ce qu'il survole la côte est de l'Espagne, au large de Valence. Vers 23 h, alors que l'avion approche de sa destination intermédiaire, le commandant Francisco Javier Lerdo de Tejada et son copilote remarquent une série de lumières rouges clignotantes qui se déplacent de manière étrange dans le ciel nocturne. Elles ne correspondent à aucun trafic aérien connu dans la zone. Le commandant contacte immédiatement la tour de contrôle pour savoir s'il y a un appareil militaire ou civil dans leur trajectoire. Réponse, aucun vol répertorié. L'équipage suit les protocoles de sécurité, mais les lumières se rapprochent. Elles semblent voler sans bruit, effectuent des manœuvres brusques, et changent soudainement de position. L'objet inconnu se place à proximité du DC-9 et le suit à distance stable. La situation devient préoccupante. Le commandant informe le contrôle aérien de Barcelone qu'il demande un déroutement d'urgence vers l'aéroport le plus proche, car il ne peut pas garantir la sécurité du vol avec un engin inconnu dans sa zone immédiate. L'avion est alors redirigé vers l'aéroport de Manises, près de Valence. Il atterrit en urgence, sous le regard inquiet des passagers, qui ne comprennent pas ce qui se passe. Une fois au sol, l'appareil est inspecté, mais les lumières mystérieuses sont toujours visibles dans le ciel. Elles s'éloignent finalement sans laisser de traces. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Immédiatement après l'atterrissage, un Mirage F1 de l'armée de l'air espagnole est dépêché depuis la base de Los Llanos, à Albacete, pour intercepter l'objet. Le pilote du Mirage, le capitaine Fernando Camara, grimpe à haute altitude à pleine vitesse. Il parvient à repérer une lumière dans le ciel. Il tente une poursuite à Mach 1.4, mais l'objet accélère brutalement et disparaît de son radar. Le Mirage tente plusieurs interceptions, sans succès. L'objet semble défier toutes les lois de la physique connue.
Le capitaine décrira une lumière vive, changeante, impossible à rattraper même à grande vitesse. L'affaire est rendue publique quelques jours plus tard, provoquant une onde de choc en Espagne. Pour la première fois, un avion commercial a été forcé d'atterrir à cause d'un phénomène aérien non identifié, et un pilote militaire a confirmé la présence de cet objet dans le ciel. Les autorités tentent d'évoquer la possibilité de satellites ou d'interférences radar. Mais ni les contrôleurs, ni les pilotes ne sont convaincus par ces hypothèses. Le commandant de Tejada maintiendra jusqu'à sa mort qu'il a été confronté à un objet réel, matériel, non identifié, et que la sécurité de ses passagers dépendait de ce qu'il a fait cette nuit-là. J'avais fait un rêve, des années plus tôt, où je me voyais mourir dans un crash juste après le décollage depuis Heathrow. Ce n'était pas un de ces rêves flous qu'on oublie au réveil. Non, celui-là était d'une clarté absolue. J'avais senti le poids du siège, la montée rapide, puis la panique. J'avais vu les toits se rapprocher, les routes, les parcs familiers, tout devenait plus net à mesure que le sol approchait. Et surtout, cette sensation de chute. L'estomac qui lâche. L'inévitable. Le temps a passé. Ce genre de rêve, on y pense, puis on l'enterre. Quelques années plus tard, je me trouvais à bord d'un A330 en approche finale vers Heathrow. C'était un jour gris, comme souvent à Londres, et on descendait par la procédure de Lambourne. Ce virage à gauche serré, juste avant de repiquer à droite pour s'aligner sur la 27 litres Ware. Rien d'inhabituel, du moins au début. Mais au moment précis du virage à gauche, j'ai senti un frémissement dans la cabine. Une vibration fine, mais continue. Par réflexe, j'ai regardé par le hublot. Et là, les spoilers étaient sortis. Les volets aérodynamiques, levés en plein virage, une manœuvre rare à ce stade. Et surtout, le paysage. C'était exactement celui de mon rêve. La même perspective. Les mêmes quartiers en contrebas, les mêmes routes qui s'entrelacent. Les mêmes couleurs. Mon sang s'est glacé. Pendant quelques secondes, j'étais incapable de savoir si j'étais en train de vivre ce que j'avais vu dans mon sommeil ou si je devenais fou. Chaque détail correspondait. J'avais du mal à respirer. Les mots ne sortaient plus. Mon corps s'est figé, gelé dans ce mélange impossible de déjà-vu et de peur sourde. L'avion a poursuivi son approche, et on a atterri sans incident. Mais moi, je n'étais pas vraiment revenu. Pas tout de suite. J'étais pâle, vidé, comme si j'avais traversé un autre monde. Je n'ai jamais raconté ça aux gens autour de moi. Pas sérieusement du moins. Mais depuis, chaque approche sur Londres me rappelle que parfois, nos rêves sont plus qu'un jeu de l'esprit. Parfois, ils attendent leur écho dans la réalité. Je prenais l'avion entre Los Angeles et Hawaï depuis 6 ans, au rythme de 4 à 10 allers-retours par an. Autant dire que j'en avais vu passer des vols, des turbulences, des retards, des passagers bizarres. Mais rien ne m'avait jamais autant troublé que ce vol-là. Le vol avait commencé normalement. Une personne âgée avait été aidée par une hôtesse pour s'installer, 2 rangées devant moi. Je l'avais même aidé à mettre son sac dans le compartiment à bagages. Je me souviens parfaitement de son visage, fatigué mais calme, du petit sac cabossé, et de la façon dont elle s'était assise avec lenteur, comme si chaque geste lui demandait de la volonté. À un moment, elle s'est levée, probablement pour aller aux toilettes. Rien d'étrange jusque-là. Mais elle n'est jamais revenue. Littéralement. Disparue. Plus personne dans son siège. Et je ne parle pas d'un doute ou d'une erreur de place. C'était son siège. Je l'avais vu s'y asseoir. Et maintenant, vide. J'ai d'abord pensé qu'elle était encore aux toilettes. Mais après un long moment, j'ai remarqué qu'une hôtesse faisait plusieurs allers-retours dans l'allée. Un peu nerveuse, comme si elle cherchait quelque chose sans vouloir le montrer. J'ai fini par lui poser une question, à demi-mot. Elle m'a souri, un peu trop vite, et m'a dit qu'elle s'en occupait. Rien de plus. Je n'ai plus jamais revu cette passagère.
Ni à son siège, ni au débarquement, ni même sur le tarmac. Personne ne l'a rappelé. Aucun appel pour retrouver un sac ou un manteau oublié. C'était comme si elle n'avait jamais existé. Peut-être qu'elle est morte pendant le vol, discrètement, et qu'ils l'ont déplacée, couverte, sans alerter les passagers pour éviter une panique. Peut-être qu'elle a été emmenée à l'arrière, pour qu'on la soigne. Mais alors pourquoi ce silence? Pourquoi cette absence complète d'informations, même discrète? Je ne saurai jamais ce qui s'est passé. Mais ce jour-là, j'ai compris qu'un avion pouvait devenir un lieu étrange. Un couloir suspendu dans le ciel, où certaines présences s'effacent comme si elles n'avaient jamais été là. Voyageur fréquent ici. Il y a environ 4 ou 5 ans, lors d'un voyage d'affaires dans un pays étranger, j'ai pris un vol local. L'un des passagers était complètement cinglé. Il a échangé mon siège côté couloir contre soi-disant le sien côté hublot. Puis un autre passager arrive et me dit que je suis à sa place. En fait, le type avec qui j'avais échangé mon siège était censé être assis quelques rangées plus devant et avait déjà échangé son siège avec plusieurs personnes avant moi. Et ça, ce n'était que le début. Quand la démonstration de sécurité a commencé, une hôtesse est venue se placer à côté du siège que j'occupais initialement, là où ce type étrange s'était installé. Elle a ouvert la tablette, a posé la ceinture et les autres accessoires pour la démo dessus, et a commencé sa présentation. Pendant ce temps, le gars commence à lui tendre les objets un par un. L'hôtesse essaie de rester professionnelle mais on voit qu'elle lutte pour ne pas rire, elle était toute rouge. Je me disais, ce mec a du charme, apparemment. Avant le décollage, je regardais par le hublot, passionné d'aviation, et j'entends le bruit d'un appareil photo. Je me retourne et je vois ce gars en train de me prendre en photo. Je lui demande ce qu'il faut et il me montre une photo de moi, super flippant. Je lui ai dit de les supprimer immédiatement, sans faire d'esclandre, j'étais trop crevé et je voulais juste arriver à l'hôtel. Après le décollage, il sort un masque doré, genre anonyme, et le met sur son visage. Là, je pense qu'il déconne avec le gars au milieu, avec qui il semblait plutôt complice. Je demande au passager du milieu s'il le connaît, mais il me dit qu'il ne sait absolument pas qui c'est. Là, ma curiosité est à son comble. J'essaie de lancer une conversation et je lui demande ce qu'il fait dans la vie. Étudiant? Il me répond, non, j'enseigne. Je lui demande ce qu'il enseigne. Sa réponse m'a glacé le sang. J'enseigne aux gens comment vivre et je vais aller apprendre ça aux pilotes aussi. À ce moment-là, j'étais partagé entre l'excitation de vivre une aventure et la peur de mourir dans l'heure. Je me suis préparé mentalement et physiquement, et dès qu'il s'est levé pour aller je ne sais où, j'ai appuyé sur le bouton d'appel et j'ai raconté toute l'histoire à l'équipage avec l'autre passager. On a bien précisé qu'on ne savait pas du tout qui était ce mec, au cas où. Quelques instants plus tard, le gars a été reconduit à son siège. Un grand type costaud, sûrement un agent de sécurité aérienne, est venu lui parler longuement et s'est ensuite assis juste derrière nous. On a atterri avec 45 minutes d'avance, alors que cet aéroport te fait normalement tourner en rond pendant une demi-heure. En résumé, plus jamais je n'échange mon siège avec qui que ce soit. Et à ce jour, je ne sais toujours pas qui était ce gars, ce qu'il voulait vraiment, ni ce qu'il est devenu après. Le 3 octobre 1978, un Tupolev Tu-154 de la compagnie Aeroflot décolle de l'aéroport de Kourgan-Tube, au Tadjikistan, en direction de Minsk, en Biélorussie. À son bord, 144 personnes, des passagers civils, un équipage expérimenté, et parmi eux le commandant Alexander Choutov, pilote vétéran respecté au sein de l'aviation soviétique. Le vol progresse normalement. L'avion monte à son altitude de croisière et entame une longue traversée nocturne de l'Asie centrale. Il est environ 19h30. Le ciel est dégagé, la météo est stable. L'équipage échange régulièrement avec les contrôleurs au sol. Rien ne laisse présager le moindre problème. Mais alors que l'appareil se trouve à environ 300 km au sud-est de Dnipropetrovsk, en Ukraine, une lumière étrange apparaît soudainement droit devant eux. D'abord un point lumineux,
elle devient rapidement plus intense, au point d'éblouir temporairement les pilotes. Elle semble flotter à une altitude identique, et reste parfaitement immobile. Pourtant, aucun autre appareil n'est signalé dans la zone. Le commandant, déconcerté, décide de modifier légèrement sa trajectoire pour éviter une possible collision. Mais dès qu'il tente de s'en éloigner, la lumière se déplace latéralement et revient se positionner devant l'avion, comme si elle anticipait ses manœuvres. Il envoie un message au contrôle aérien, expliquant qu'un objet inconnu bloque sa route. Aucun écho-radar ne confirme ces dires. L'objet reste silencieux, brillant, sans structure apparente. L'équipage commence à s'agiter. Les instruments à bord fonctionnent normalement, mais la lumière semble affecter la perception des pilotes. Le copilote aurait alors dit, selon les rapports, ce n'est pas une lumière, c'est quelque chose d'autre. On dirait qu'elle nous regarde. À ce moment-là, le commandant prend une décision radicale, descendre d'urgence pour éviter un contact frontal. Il entame une manœuvre de descente rapide, mais dans la panique, perd le contrôle de la trajectoire. Le Tupolev pique trop fort et, malgré les tentatives de redressement, finit par s'écraser en pleine campagne. Sur les 144 personnes à bord, seules 2 survivront. Les enquêteurs arrivent rapidement sur les lieux. L'enregistreur de vol fonctionne, tout comme celui des conversations en cabine. Les échanges sont confus, mais confirment la présence d'un phénomène lumineux non identifié juste avant la perte de contrôle. L'Union soviétique classe l'affaire. Officiellement, on parle d'une désorientation du commandant causée par une « illusion visuelle nocturne ». Mais ceux qui analysent le dossier en détail évoquent une interférence extérieure, une lumière si vive et persistante qu'elle aurait pu provoquer une panique ou une altération du jugement. Le rapport d'enquête, resté confidentiel pendant des années, ne fournit jamais d'explication claire sur l'origine de cette lumière. Il n'y avait aucun autre avion dans les environs, aucun missile testé ce jour-là, aucune trace de phénomène météorologique particulier. Ça s'est passé le mois dernier. Vol en provenance de Chicago, arrivé à Burbank, et j'aimerais vraiment qu'on m'explique ce qu'il s'est passé ce jour-là, parce que ce n'était pas une simple secousse. L'approche sur Burbank n'est déjà pas tendre. On survole les montagnes de San Gabriel, puis il faut perdre de l'altitude très rapidement pour choper la piste, qui n'est pas bien longue. Une approche en piqué maîtrisée. Classique, mais tendue. Mais le problème n'a pas été l'approche. C'est l'atterrissage. Le contact au sol. Dès que les roues ont touché la piste et que le pilote a commencé à freiner, tout l'avion s'est mis à hurler. Un bruit venu des trains d'atterrissage, une sorte de hurlement métallique mélangé à un gémissement de bête blessée. Et la secousse qui l'a accompagné était d'une brutalité que je n'avais jamais ressentie. Le fuselage vibrait, les sièges claquaient, les bagages tremblaient dans les compartiments. Quelqu'un derrière moi a juste lâché un « putain » sec et clair. Des objets ont volé. Les passagers ont crié. J'ai agrippé la main de mon collègue à côté de moi, sans même y penser. Le pilote a relâché la pression sur les freins, et le vacarme s'est arrêté. Mais on était encore bien trop rapide. Il a dû freiner à nouveau, et le bruit a repris, un peu moins fort, mais tout aussi dérangeant. On sentait que chaque freinage était un pari contre la distance restante. Finalement, l'avion a ralenti jusqu'à s'arrêter complètement. Et là, silence. Pas un mot, jusqu'à ce que la voix du pilote grésille dans les haut-parleurs. 3 mots. Court. Saccadé. On est arrivé. Avec une voix tendue, comme s'il était encore en train de digérer ce qui venait de se passer. Et là, pour une fois, tout le monde a applaudi, sans honte. Mais il s'est clairement passé quelque chose d'anormal. Un train d'atterrissage ne fait pas ce genre de bruit, même sur une piste courte. Ce genre de vibration, de hurlement, de secousses désordonnées, ce n'est pas normal ou routinier. Peut-être un problème sur l'ABS du système de freinage, ou un amortisseur hydraulique qui a lâché. Peut-être que les freins ont bloqué d'un côté. Peut-être que l'avion est arrivé trop vite à cause d'un problème météo ou d'une directive ATC tardive. Il a dû poser l'avion lourd,
vite et court. Mais une chose est sûre, le pilote a géré une situation qui aurait pu très mal finir. Et si son ton sur la radio était aussi sec, c'est probablement parce qu'il savait que ce n'était pas passé loin. Tu as vécu un atterrissage d'urgence qui ne portait pas son nom, mais qui en avait tous les signes. Pilote de ligne ici. Il se passe plein de petites choses en vol, et dans 100% des cas, elles ont une explication logique. Rien de vraiment mystérieux. Cela dit, j'ai vu quelque chose l'autre semaine qui m'a vraiment fait réfléchir. On volait vers l'est au-dessus de l'Atlantique, il devait être environ 4 heures GMT, quand on a commencé à remarquer des lumières, elles étaient situées entre 2 et 5 degrés au-dessus de l'horizon et se déplaçaient du sud vers le nord, mais pas toutes sur la même trajectoire. La plupart allaient à la même vitesse, certaines un peu plus vite, d'autres plus lentement. Leur intensité variait aussi, certaines devenaient plus brillantes ou plus faibles. On les a observées pendant un bon 90 minutes, même l'équipage est venu jeter un œil. Toutes les quelques minutes, on pouvait voir une lumière plus faible se déplacer dans l'autre sens, du nord au sud, mais 99% d'entre elles allaient bien du sud vers le nord. Rien de flippant à première vue. Il s'agissait clairement de satellites en orbite basse, peut-être des Starlink, qui captaient la lumière du soleil sous l'horizon. Mais ensuite, j'ai vu quelque chose que je n'arrive pas à mieux expliquer, l'un d'eux a fait demi-tour. C'était le plus faible d'un petit groupe de 3 qui allait vers le nord. Il s'est littéralement arrêté, les 2 autres ont continué leur chemin, et celui-là s'est mis à repartir vers le sud. On n'était pas le seul avion au-dessus de l'Atlantique cette nuit-là, au moins 2 autres équipages avec qui on discutait sur la fréquence 123.45 ont vu la même chose. On parlait déjà de ces lumières, d'ailleurs. Je suis un sceptique pur et dur, donc mon avis reste que c'était probablement une coïncidence parfaite. Un satellite allait du sud au nord, et un autre du nord au sud. Ils se sont croisés pile là où on regardait, et le premier s'est éteint juste au moment où le second entrait dans la lumière. Pas un satellite qui fait demi-tour, mais 2 satellites qui se croisent. Je pense aussi pouvoir expliquer les 2 à 3 secondes où il semblait immobile, il devait y avoir des effets atmosphériques, vu la basse altitude angulaire, et 2 lumières allant en sens opposés peuvent brièvement donner l'illusion d'un point lumineux unique et fixe à cause de la distorsion et de la diffusion. Mais sur le moment, ça nous a vraiment perturbés. La nuit du 26 décembre 1980, dans la forêt de Rendlesham, dans le Suffolk, à l'est de l'Angleterre, commence comme toutes les autres. Calme, froide, baignée par la brume. Mais cette nuit-là, des hommes de l'US Air Force stationnés sur les bases voisines de Bentwater et Woodbridge, en territoire britannique, vont vivre une expérience qui les marquera à vie. Vers 3 heures du matin, 2 militaires américains en patrouille, John Burroughs et Jim Penniston, observent des lumières étranges descendant dans les bois, derrière la clôture de la base. Pensant à un possible crash d'avion, ils obtiennent l'autorisation de sortir pour enquêter. Ils traversent les arbres sombres jusqu'à une clairière, et ce qu'ils y trouvent défie leur compréhension. Au sol, immobile, flotte un objet triangulaire aux bords arrondis, d'environ 2 mètres de large et 2 mètres de haut. Il semble léviter légèrement au-dessus du sol, entouré d'un halo bleuté. L'air est chargé d'électricité. Les radios ne fonctionnent plus. Le silence est absolu. Penniston s'approche à moins de 2 mètres. Il décrit plus tard une structure lisse, métallique, noire, avec des symboles étranges gravés sur la coque, comme des hiéroglyphes. Il touche l'objet, ressent une chaleur inhabituelle. Pendant quelques secondes, il dit avoir perçu un « flux d'images mentales », comme si des informations lui étaient transmises sans mots. Puis, soudainement, l'objet s'élève silencieusement entre les arbres, accélère à la verticale et disparaît sans un son. Mais ce n'est que le début. Le lendemain, des marques étranges sont découvertes dans la clairière, des traces triangulaires au sol, des branches cassées, et une légère radioactivité mesurée par les services techniques de la base. 2 nuits plus tard, l'adjoint du commandant de base, le lieutenant-colonel Charles Alt, décide de se rendre lui-même dans la forêt avec une petite équipe.
Il enregistre son expérience sur bande. Ce qu'il voit dépasse leur attente, des sphères lumineuses flottent entre les arbres, changeant de couleur, se divisant, se déplaçant avec une intelligence apparente. À un moment donné, une lumière s'approche à une vitesse fulgurante et projette un rayon sur la base militaire. Ald dira dans son rapport, « Il n'y a aucun doute dans mon esprit que nous avons été témoins d'un phénomène aérien contrôlé. » Malgré des preuves physiques, des enregistrements audio, des rapports militaires et plusieurs témoignages concordants, l'armée nie toute activité anormale. Les autorités britanniques ne lancent aucune enquête officielle. L'affaire est étouffée pendant plusieurs années. Ce n'est qu'en 1983 que le mémo officiel de HALT, envoyé au ministère de la Défense, est révélé au grand public. Depuis, l'incident de Rendlesham est considéré comme le « Roswell britannique », mais à la différence du cas américain, il n'implique aucun crash, seulement une apparition, brève, directe et terrifiante. Penniston affirme à ce jour avoir reçu un message codé cette nuit-là, qu'il a noté dans son carnet, et qu'il n'a révélé que bien des années plus tard. Un message composé de 1 et de 0, que certains ont interprété comme un code binaire, émis par une intelligence non humaine. Vol de San Francisco à Sydney, assis en classe affaires, dans l'un de ses sièges orientés vers l'arrière. C'était en pleine nuit, quelque part au milieu du Pacifique. Rien que de l'eau sous nous, aucun repère. Le genre de moment où le silence est total, à part le léger bourdonnement des moteurs et le souffle discret de la cabine. Puis, sans prévenir, le signal des ceintures s'est allumé. Une annonce a suivi, demandant aux membres de l'équipage de rejoindre immédiatement leur siège. Pas de panique dans la voix, mais pas non plus de place pour l'improvisation. Tout le monde s'est raidi. Je regarde par le hublot, noir total. Pas une lueur, pas une étoile. Puis je me rappelle que mon siège fait face à l'arrière. Alors je me penche un peu pour voir vers l'avant, et là, un mur de tempête. Des éclairs, des veines de lumière zébrant le ciel, au-dessus, en dessous, sur les côtés. Une ligne orageuse sans fin, une frontière vivante et furieuse dressée devant nous. Pendant une trentaine de minutes, l'avion a littéralement dansé à travers les orages. On zigzaguait, virage après virage, slalom silencieux dans une cathédrale d'électricité. Ce n'était pas de la turbulence, c'était autre chose. Une précision presque artistique. Chaque virage semblait chorégraphié pour éviter le chaos, et pourtant nous étions au cœur même de la tempête. Et chose incroyable, pas une seule secousse. C'était comme si l'avion glissait entre les décharges, intouchable. Complètement irréel. Un tunnel de feu, mais sans le feu. Autre vol. Départ de Patagonie, Argentine. Même si j'ai l'habitude de voler, celui-là m'a marqué différemment. Dès le décollage, ça a commencé. Les montagnes, le vent, la nature brute. Mais là, c'était plus qu'un peu de turbulence. J'étais tout au fond d'un 737. Mauvais endroit pour garder ses repères. L'arrière de l'avion amplifie tout, et cette fois, je voyais littéralement la structure se tordre. Le fuselage, les compartiments à bagages, tout vibrait, montait et descendait en opposition. Le côté gauche semblait se soulever pendant que le droit descendait, puis l'inversement. Comme si le métal lui-même gémissait. On aurait dit que l'avion luttait contre quelque chose d'invisible mais énorme, une force qui ne voulait pas le laisser partir. Chaque minute durait une éternité. Pas de cris à bord, juste un silence tendu, lourd, entrecoupé par les bruits des secousses. Les hôtesses étaient assises, sanglées, les yeux droits, professionnelles, mais pas détendues. Le ciel était clair, mais l'air, lui, était sauvage. Après 1 heure, les secousses se sont calmées. Lentement. Comme si la montagne décidait de nous laisser partir. Mais le souvenir, lui, ne s'est jamais vraiment estompé. Parce qu'il y a des moments où tu comprends que malgré la technologie, la formation, la routine, la nature décide encore parfois de rappeler qui commande vraiment là-haut. Le 17 novembre 1986, le commandant Kenju Teroshi, ancien pilote de chasse reconverti au civil,
prend les commandes du vol 1628 de Japan Airlines. L'avion, un Boeing 747 cargo, transporte une cargaison de vin français de Paris vers Tokyo, via Anchorage, en Alaska. À bord, 2 autres membres d'équipage l'assistent, le copilote Tamefuji et l'ingénieur de vol Tsukuba. La nuit est tombée, le ciel est clair et l'appareil vole à 11 000 mètres au-dessus d'une région glaciale et déserte. Soudain, quelque chose d'étrange attire l'attention du commandant. À 17h-11h locale, il repère 2 lumières brillantes sur sa gauche. Elles semblent se déplacer à la même vitesse que l'avion, mais très proche. Trop proche. Il pense d'abord à un avion militaire ou à une patrouille d'interception, mais les objets ne suivent pas une trajectoire normale. Les lumières se rapprochent et adoptent une position parallèle au 747, à quelques centaines de mètres seulement. L'équipage distingue alors 2 structures volantes métalliques, de la taille d'un gros avion chacune, avec des propulsions pulsantes diffusant une lumière orangée. Selon Teroshi, elle dansait devant lui, manœuvrant à une vitesse et avec une agilité impossible pour un appareil connu. Puis, soudainement, les 2 objets disparaissent. À ce moment, un 3e objet apparaît au loin, plus massif encore. Il est gigantesque. Teroshi le décrit comme un engin de la taille de 2 porte-avions superposés. Il flotte au loin, mais l'équipage peut suivre son déplacement. L'objet semble escorter l'avion à distance. Teroshi demande l'aide du contrôle aérien d'Anchorage. Les contrôleurs signalent que les objets n'apparaissent pas clairement sur leur radar, mais pendant un bref instant, une détection secondaire indique une anomalie dans la zone. L'armée américaine, informée de la situation, suit également l'événement via ses radars. Sous la tension, et avec l'accord des autorités, le vol JAL 1628 est détourné vers Anchorage. L'objet ne suit pas la manœuvre d'évitement et finit par disparaître dans la nuit. À l'atterrissage, Teroshi remplit un rapport détaillé et accepte de parler publiquement. Il est convaincu que ce qu'il a vu n'était pas terrestre. Pourtant, la Japan Airlines le relève temporairement de ses fonctions, arguant de la pression médiatique. L'incident reste l'un des cas d'observation aérienne les mieux documentés. 3 témoins expérimentés, une détection radar partielle, une communication enregistrée avec les contrôleurs, mais aucune explication satisfaisante. Ni ballon-sonde, ni phénomène naturel, ni appareil secret ne semblent pouvoir correspondre à ce que les 3 hommes ont vu ce jour-là au-dessus des cieux glacés de l'Alaska. Je ne prends pas l'avion très souvent, mais je vole quand même assez régulièrement, environ 1 fois par mois. Il y a quelques années, j'étais sur un vol transcontinental quand une femme est morte à bord. Le vol allait de JFK à Phoenix. Tout s'est déroulé normalement pendant la majorité du trajet. Le pilote a annoncé que nous commencions notre descente, et je pense que l'homme assis au milieu voulait aller aux toilettes une dernière fois. C'est à ce moment-là qu'il a remarqué que la femme assise côté couloir ne répondait pas. Ils étaient assis 3 rangées devant moi. Je l'ai vu paniquer et appuyer sur le bouton pour appeler un membre de l'équipage. Peu après, une annonce a été faite pour demander s'il y avait un médecin à bord. Quelques personnes se sont levées. Ils l'ont allongé dans l'allée et ont commencé un massage cardiaque. Ils ont sorti le défibrillateur et ont tenté de la ranimer avec des chocs électriques. Il me semble qu'ils ont aussi utilisé un stylo injecteur pour lui administrer de l'adrénaline. On voyait l'inquiétude sur les visages des médecins et infirmiers. La situation ne semblait pas bonne. Le pilote a annoncé que nous avions reçu l'autorisation d'atterrir en urgence à Phoenix. Nous étions assez proches de la destination pour qu'il n'y ait pas d'autre aéroport possible pour un atterrissage d'urgence. À l'atterrissage, l'avion a roulé à une vitesse impressionnante jusqu'à la porte d'embarquement. Je n'avais jamais vu un avion rouler aussi vite sur le tarmac. Une fois à la porte, ils ont demandé à tout le monde de rester assis. Les secours sont montés à bord, ont placé la femme sur une bâche et l'ont emmenée hors de l'avion. L'ambiance était extrêmement lourde pendant la sortie des passagers. Elle semblait voyager seule. C'était juste avant Noël, probablement en 2019, donc avant la pandémie. Les médecins ont fouillé dans son sac et en ont sorti plusieurs boîtes de médicaments.
On peut supposer qu'elle avait peut-être pris une dose excessive de somnifères ou quelque chose du genre. Elle paraissait avoir la quarantaine, de corpulence mince, pas le genre de personne à qui on penserait pour un problème médical soudain. J'y pense encore à chaque fois que je prends l'avion. J'étais coincé dans les embouteillages en début d'après-midi, en route vers l'aéroport. J'ai vu un gros avion atterrir, puis j'ai entendu une forte détonation. J'ai cru que c'était un accident de voiture. Quelques minutes plus tard, j'arrive à un endroit proche de la piste, et là, je vois un énorme avion qui s'est écrasé, avec des gens qui courent dans tous les sens. Je n'en croyais pas mes yeux. Quelques personnes ont commencé à grimper le talus, et certains automobilistes, moi y compris, sont sortis de leur voiture pour aider. J'ai pris un homme âgé, français, visiblement choqué et couvert d'ecchymose, et je l'ai installé sur le siège passager. Heureusement, je parle un peu français, j'ai pu le rassurer un minimum. J'étais en panique à l'idée de devoir rejoindre un hôpital alors que le trafic était complètement bloqué et que c'était le chaos total. C'est à ce moment-là que la police et les ambulances sont arrivées. Il est parti avec eux. C'était complètement fou. Et encore plus incroyable, personne n'est mort. Le 10 juin 1990, à 8h33 du matin, le vol 5390 de British Airways décolle de Birmingham à destination de Malaga, en Espagne. L'appareil est un BAC 111, un petit avion de ligne court-courrier. À son bord se trouvent 81 passagers, 4 membres d'équipage de cabine et 2 pilotes, le commandant Tim Lancaster et le copilote Alastair Hutchison. Peu après le décollage, alors que l'avion atteint 5300 mètres d'altitude au-dessus de l'Angleterre, tout semble aller parfaitement bien. Les passagers sont détendus, le ciel est clair. Puis, à 8h55, sans le moindre avertissement, un bruit d'explosion retentit dans le cockpit. Le pare-brise côté commandant se détache violemment et est aspiré hors de l'avion. En une fraction de seconde, Tim Lancaster est projeté hors de son siège, à moitié éjecté du cockpit. Son corps est maintenu en place uniquement parce que ses jambes sont coincées sous les commandes. Le vent souffle à plus de 600 km/h à travers l'ouverture, créant un vacarme assourdissant et glaçant. Les papiers volent partout, les instruments tremblent, les membres d'équipage sont figés. Dans la panique, un steward, Nigel Ogden, parvient à saisir les jambes de Lancaster et à le maintenir contre le cadre de la fenêtre, tout en étant lui-même blessé. À ce moment-là, le commandant est à l'extérieur de l'avion, dos contre le fuselage, les bras battant dans le vide. Son casque radio a été arraché. Il est inconscient ou presque. Les autres membres d'équipage pensent qu'il est déjà mort, mais ils refusent de le lâcher. Alastair Hutchison, le copilote, garde un sang-froid impressionnant. Il prend immédiatement les commandes, déclenche une descente d'urgence et envoie un appel Mayday. Malgré le bruit et la perte de pression, il réussit à contacter le contrôle aérien et obtient l'autorisation de se poser à l'aéroport de Southampton. Pendant toute la descente, le corps du commandant reste accroché à moitié hors de l'avion, battu par le vent glacial et la vitesse. Les stewards, avec un courage extraordinaire, se relaient pour le tenir. Ils ont peur que s'il glisse, il soit aspiré dans un moteur ou percute l'empennage, mettant en danger l'ensemble de l'avion. À 9h20, l'appareil atterrit en urgence. Les ambulances attendent déjà. À la stupéfaction générale, Tim Lancaster est encore vivant. Gravement blessé, souffrant d'engelures, de multiples fractures et d'un choc intense, mais vivant. Il reprendra même les commandes d'un avion quelques mois plus tard. L'enquête révèle une erreur humaine, plusieurs boulons mal adaptés avaient été utilisés pour remplacer le pare-brise lors d'une maintenance récente. Une erreur minuscule, mais fatale. Ce qui rend cet incident si étrange et marquant, c'est l'image irréelle d'un homme projeté hors d'un cockpit, maintenu en vie par les bras de ses collègues, pendant que l'avion file à des centaines de kilomètres/heure. Rien de paranormal ici, mais une situation si improbable qu'elle défie presque la logique. L'histoire du vol 5390 est aujourd'hui enseignée dans les écoles d'aviation comme un exemple de sang-froid, de travail d'équipe et de survie face à une situation extrême.
Le 17 juillet 1957, un bombardier de reconnaissance RB-47 de l'US Air Force décolle de Forbes Air Force Base, au Kansas. À bord, 6 hommes, 3 pilotes, 2 navigateurs et un officier de guerre électronique. Leur mission est de tester des systèmes de contre-mesure radar tout en survolant le sud des États-Unis. Peu après minuit, alors que l'appareil vole à environ 10 000 mètres d'altitude au-dessus du Mississippi, les techniciens de guerre électronique détectent un signal anormal. Sur leur écran, un écho-radar apparaît. Il semble se déplacer rapidement mais reste toujours dans la même direction par rapport à l'avion. Aucun autre avion n'est attendu dans la zone. Et surtout, l'écho ne correspond à rien de connu. Le RB-47 continue sa route à près de 850 km/h. Mais le phénomène devient encore plus étrange. Un des officiers signale qu'il peut désormais voir une lumière brillante dans le ciel, à la même position que l'écho-radar. Elle semble suivre l'appareil depuis plusieurs minutes, à une distance variable. Les membres d'équipage discutent en temps réel, réalisant que le signal radar et l'objet visuel coïncident parfaitement. Les techniciens tentent alors de brouiller le signal. À leur grande surprise, l'écho disparaît soudainement, avant de réapparaître, comme si l'objet s'était adapté. Le radar au sol de l'USAF à Duncanville, Texas, est contacté. Eux aussi confirment la présence d'un objet non identifié dans la zone, se déplaçant de manière erratique mais très rapide. Le RB-47 effectue plusieurs virages pour tenter de distancer l'objet, mais celui-ci reste en position. À un moment, la lumière change de direction brusquement, traversant la trajectoire de l'avion à une vitesse fulgurante. Les hommes à bord ressentent un mélange d'émerveillement et d'inquiétude. Ils sont en présence d'une intelligence inconnue, capable de défier la technologie humaine. L'observation dure plus de 700 km, pendant plus d'une heure. Puis, tout s'arrête. Le signal disparaît aussi soudainement qu'il était apparu. Plus rien sur les radars, plus de lumière visible. L'objet a tout simplement quitté les lieux. Les 6 membres de l'équipage déposent des rapports détaillés. L'US Air Force ouvre une enquête officielle dans le cadre du projet Blue Book. Pourtant, aucun engin identifié, qu'il soit soviétique, américain ou civil, ne peut expliquer les performances de l'objet. Les témoins restent cohérents et crédibles. L'affaire ne sera jamais résolue. Encore aujourd'hui, l'incident du RB-47 est considéré par les chercheurs comme l'un des cas les plus solides de rencontres aériennes inexpliquées, impliquant à la fois des radars, des témoins visuels multiples et des dispositifs électroniques sophistiqués. Le 7 janvier 1948, à 13h15, la tour de contrôle de Godman Army Airfield, située à Fort Knox, dans le Kentucky, reçoit un appel étrange. Un objet non identifié, brillant et immobile est observé dans le ciel par plusieurs personnes, y compris des officiers militaires au sol. L'objet est rond, métallique, et reflète intensément la lumière du soleil. Il ne semble ni voler ni descendre, mais rester suspendu à très haute altitude. Quelques minutes plus tard, un escadron de chasseurs P-51 Mustang de la Garde nationale passe à proximité de la zone. Parmi eux, le capitaine Thomas F. Montell, pilote décoré de la Seconde Guerre mondiale, est aux commandes. Il reçoit l'ordre d'intercepter l'objet pour identification. Avec 3 autres pilotes, Montell grimpe vers le phénomène. 2 de ses coéquipiers, manquant d'oxygène à haute altitude, abandonnent la poursuite et redescendent. Montell continue seul la montée. Il atteint 6000 mètres d'altitude. Il signale par radio. L'objet est juste au-dessus de moi, très grand, c'est métallique, il vole à grande vitesse. Puis plus rien. Vers 15h18, son avion s'écrase dans un champ près de Franklin, Kentucky. Le P-51 est complètement désintégré. Le corps de Montell est retrouvé toujours attaché à son siège, sans trace de blessure par projectile, mais la chute ne lui a laissé aucune chance. L'armée enquête immédiatement. Le rapport officiel conclut que le capitaine est probablement mort d'un manque d'oxygène à haute altitude, poursuivant l'objet jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Son avion serait ensuite entré en vrille avant de s'écraser. Mais la nature de l'objet observé reste inexpliquée.
L'US Air Force, dans un premier temps, évoque Vénus, la planète, souvent confondue avec un objet brillant, mais cette hypothèse est vite écartée, car trop peu crédible pour expliquer un phénomène aussi net, observé en plein jour et par des pilotes entraînés. L'explication suivante évoque un ballon Skyhook, un ballon météo top secret utilisé à l'époque par la Navy pour étudier l'atmosphère. Ces ballons pouvaient atteindre de très hautes altitudes et briller sous le soleil. Mais aucun ballon de ce type n'était officiellement dans cette zone ce jour-là, et la Navy ne confirmera jamais leur présence. Le public, déjà ébranlé par les récents rapports de soucoupes volantes, s'empare de l'affaire. L'image d'un pilote de guerre poursuivant un objet venu d'ailleurs, seul dans le ciel, jusqu'à une mort inexpliquée, frappe l'imaginaire collectif. Pendant des décennies, l'affaire Mantell symbolisera le danger inconnu des rencontres aériennes inexpliquées. Ce fut aussi le premier cas d'un pilote militaire tué en mission liée à un objet volant non identifié, ce qui poussera l'US Air Force à renforcer son programme d'enquête, d'abord sous le nom de Project Sign, puis Grudge et Blue Book. Aujourd'hui encore, personne ne sait exactement ce que Thomas Mantell a vu ce jour-là. Un ballon, une illusion, ou peut-être quelque chose de plus étrange. Ce qui est sûr, c'est qu'il a suivi l'objet jusqu'à ses limites, sans jamais revenir. J'ai fait un voyage de pêche en avion dans le nord de la Colombie-Britannique avec mon père et mon oncle. On était dans un petit avion de brousse avec des flotteurs. C'était il y a environ 45 ans, j'étais encore jeune, et je ne me souviens malheureusement plus du nom du lac. L'atterrissage s'est passé sans problème. C'était en juillet, on est resté environ 6 semaines dans une cabane rustique au bord de l'eau. L'été a été exceptionnellement chaud, et à cause de la sécheresse et de la baisse du niveau de l'eau, le lac s'est considérablement rétracté. Le jour du retour, le pilote est revenu et a survolé le lac plusieurs fois sans se poser, puis est reparti. Comme on n'avait aucun moyen de communication, on ne comprenait pas ce qui se passait. Il est revenu plus tard dans la journée avec un autre avion, s'est posé sur l'eau et a rejoint le quai en taxiant. Il était très inquiet de ne pas avoir assez d'espace pour pouvoir redécoller. On a chargé l'avion et il est parti vers l'autre bout du lac, puis a reculé jusqu'au coin le plus reculé. C'était la première fois que je voyais un avion reculer. Il a foncé, mais a interrompu la tentative aux 3/4 de la piste, freinant brutalement. Il a réessayé plusieurs fois, mais, à mes yeux de gamin de 12 ans qui ne comprenait pas vraiment la gravité de la situation, il abandonnait, à chaque fois. On est revenu au quai, on a tout déchargé, et il a réessayé sans le matériel. Échec. Puis il a tenté avec juste mon oncle à bord, mon père et moi sommes restés sur le quai. Il a reculé presque jusqu'à la plage, et a redémarré plein gaz. On ne pouvait pas voir l'autre bout du lac à cause de sa forme, mais on a fini par apercevoir l'avion décoller. À cet âge-là, je trouvais ça amusant, et comme j'allais bientôt devoir retourner à l'école, l'idée d'être bloqué là, juste avec mon père, me paraissait plutôt excitante. Mais le pilote est revenu me chercher. Je me souviens qu'au décollage, il m'a demandé de bouger un peu dans le cockpit, et lui aussi faisait des mouvements de son côté pour faire balancer l'avion de gauche à droite. L'idée, c'était de briser la tension de surface qui coinçait les flotteurs sur l'eau. Ou peut-être de me distraire pour que je ne voie pas à quel point les arbres étaient proches. On a finalement décollé, les flotteurs effleurant des branches sur le passage. À l'atterrissage, 45 minutes plus tard sur une piste en terre, j'ai été choqué de voir qu'il y avait presque un arbre entier coincé sous l'avion à cause des branches qu'on avait percutées. Mon père a dû passer une nuit de plus sur place, car il était trop tard pour venir le chercher. Ils sont revenus le lendemain pour lui, puis encore une fois pour ramener tout l'équipement de pêche. C'est une histoire que j'ai entendue toute ma vie, surtout après quelques verres de whisky. Ce n'est que bien plus tard que j'ai réalisé à quel point la situation avait été dangereuse. On a continué à passer des étés là-bas jusqu'à ce que la santé de mon père ne le lui permette plus. J'ai pris un vol de JFK à Francfort avec Lufthansa. Avant l'embarquement, je me suis arrêté dans un bar près de la porte d'embarquement, et il y avait un homme vraiment étrange assis au comptoir. Le mieux que je puisse dire,
c'est qu'il ressemblait à un mannequin ou à l'idée qu'on se fait d'un androïde. Il était âgé, très mince, avec des cheveux parfaitement coiffés qui semblaient faux, et une peau qui avait l'air en plastique. Il était assis avec une posture impeccable, ne bougeait presque pas, à part pour porter son verre à ses lèvres. Il s'est avéré que ce type bizarre prenait le même vol que moi. Tout se passait normalement, on s'apprêtait à décoller, l'avion roulait déjà sur le tarmac quand le pilote a annoncé qu'on devait retourner à la porte. Une fois revenu, j'ai vu des policiers monter à bord. Ils se sont dirigés vers la première classe, où il semblait y avoir un problème. Après une dizaine de minutes, j'ai vu le type étrange du bar se lever et quitter l'avion escorté par les policiers. Une fois en croisière, je suis allé aux toilettes et j'ai entendu deux hôtesses discuter. Je leur ai demandé ce qui s'était passé. Elles m'ont expliqué que le passager en question ne répondait pas du tout à l'hôtesse de première classe, ce qui lui avait donné un ressenti très inquiétant. Le pilote est même venu lui parler, lui poser des questions, mais il restait immobile, le regard figé droit devant lui, sans dire un mot. Un homme en première classe s'est effondré de son siège et les agents de bord ont cru qu'il faisait une crise cardiaque. Ils ont demandé s'il y avait un professionnel de santé à bord pour leur venir en aide. Un médecin s'est précipité vers l'avant et s'est préparé à commencer un massage cardiaque. Mais je me suis souvenu que cet homme avait demandé du jus au moment de l'embarquement, et je l'avais encore entendu en réclamer alors que j'étais assis à l'arrière, en classe économique, juste avant le décollage. J'ai couru vers l'avant et j'ai demandé à la femme de l'homme s'il était diabétique, oui, et quand il avait mangé pour la dernière fois, le dîner de la veille. Ils avaient sauté le petit déjeuner pour arriver à l'aéroport à temps, et n'avaient rien mangé non plus avant l'embarquement. J'ai dit au médecin d'attendre avant de faire un massage cardiaque, le temps de vérifier la glycémie de l'homme. Son taux était de 10, alors qu'une glycémie normale se situe entre 100 et 150. Avec l'aide du médecin, nous l'avons redressé et demandé à une hôtesse de lui apporter du jus d'orange. J'ai aussi demandé quelque chose de sucré, comme des biscuits ou des crackers, et un autre passager a proposé des Oreos. Au bout d'environ 20 minutes, l'homme pouvait à nouveau s'asseoir confortablement. Les agents de bord ont demandé au médecin et à moi de rester en première classe pour continuer à le surveiller. Je faisais un vol long courrier entre le Royaume-Uni et l'Australie. On survolait l'Allemagne, tranquille, quand une annonce automatique a résonné dans la cabine, coupant net les conversations, les films, même les pensées. Veuillez vous préparer pour un atterrissage en mer. Veuillez vous préparer pour un atterrissage en mer. 2 fois. Même ton robotique, même calme glacial. Et là, pendant quelques secondes, le silence est devenu lourd, tendu, presque irréel. Puis, comme si tout le monde avait réalisé en même temps ce que ça voulait dire, l'ambiance a basculé. Des gens ont regardé autour d'eux, certains se sont levés un peu trop vite, d'autres ont juste figé leurs mains sur les accoudoirs. Je n'ai pas paniqué tout de suite. Mon cerveau essayait encore de comprendre. Mais mon cœur, lui, avait déjà tiré la sonnette d'alarme. Le mot mer résonnait dans ma tête comme un écho froid. On était au-dessus de l'Europe, pas au-dessus du Pacifique. Et pourtant, l'annonce était claire. Préparez-vous. Pendant 2 ou 3 longues minutes, rien. Aucun correctif, aucune explication. Juste cette annonce qui flottait dans l'air, suspendue comme une menace invisible. J'ai vraiment cru que c'était fini. J'ai regardé par le hublot, tenté d'apercevoir quoi que ce soit. Mais tout ce que je voyais, c'étaient les nuages. Le genre de vue qu'on ne savoure plus du tout quand on pense qu'on va s'y écraser. Puis une autre voix a finalement parlé. Cette fois humaine, confuse, presque essoufflée. Une hôtesse avait appuyé sur le mauvais bouton. Mauvaise manipulation. Aucune urgence. Tout allait bien. Je n'ai pas ri. Personne n'a ri. Pas tout de suite. Parce qu'on venait tous de vivre une mini-chute libre mentale. Même les plus calmes, même ceux qui volaient tout le temps, avaient pâli un peu. Une simple erreur, mais pendant ces quelques minutes, j'ai sérieusement cru que j'allais finir dans l'eau, au milieu de nulle part.
Je ne l'ai jamais dit à voix haute à mes proches, mais ce jour-là, j'ai vraiment eu peur. La vraie, celle qui reste dans le ventre longtemps après l'atterrissage. Le 31 juillet 1995, à la tombée de la nuit, un Boeing 727 de la compagnie argentine Aerolínea Argentina approche de sa destination finale, l'aéroport international de Bariloche, situé dans une région montagneuse au sud du pays, près de la cordillère des Andes. Aux commandes, le commandant Jorge Polanco, pilote chevronné, amorce les procédures d'atterrissage. Le vol s'est déroulé sans incident. Mais alors que l'appareil commence sa descente finale, une panne générale d'électricité frappe la ville de Bariloche et l'aéroport. Toutes les lumières au sol s'éteignent, pistes, bâtiments, balisages, communications radio secondaires. L'approche devient dangereuse. Polanco décide de remettre les gaz et de faire un tour d'attente pendant que l'aéroport tente de restaurer l'alimentation. À ce moment précis, un phénomène étrange se produit. L'équipage remarque une lumière blanche très vive apparaissant sur leur droite. Au départ, on pense à un hélicoptère ou un avion en approche. Mais très vite, la lumière effectue un virage brusque, change d'altitude, puis accélère d'un mouvement net pour se placer devant le Boeing, à quelques centaines de mètres. L'objet reste visible, flottant dans les airs, silencieux, parfaitement stationnaire. Puis il s'éloigne à une vitesse fulgurante. Polanco tente de reprendre la manœuvre d'approche. Mais l'objet revient, cette fois sur la gauche de l'avion, accompagnant la descente. Ce qu'il observe le stupéfait, un engin avec une lumière centrale puissante et des lumières latérales rouges et bleues, volant à une stabilité parfaite, sans clignotement ni bruit, et capable de faire des manœuvres impossibles pour un avion conventionnel. Le commandant alerte la tour de contrôle, qui a à ce moment retrouvé partiellement ses systèmes. Un avion militaire de la base de Neuquén, un A-4 Skyhawk, est déjà en vol dans la région. Le pilote militaire confirme à son tour la présence d'un objet lumineux inconnu dans la zone de Bariloche, et tente une interception visuelle. Mais l'objet accélère et disparaît à l'horizon en une fraction de seconde. Pendant ce temps, le courant est rétabli sur la piste, comme si le phénomène avait cessé d'interférer. Polanco réussit l'atterrissage sans incident, mais l'équipage et certains passagers sont secoués. Le commandant fait un rapport immédiat à l'aviation civile et militaire. Les médias s'emparent de l'histoire dès le lendemain. Ce qui choque le plus, la simultanéité entre la panne électrique massive, l'approche risquée de l'avion, et la présence d'un objet non identifié effectuant des manœuvres précises autour d'un vol commercial. À aucun moment les radars n'ont pu suivre l'objet de façon constante, comme s'il apparaissait et disparaissait à volonté. Le commandant Jorge Polanco témoignera plusieurs fois à visage découvert. Son récit est toujours le même, calme, méthodique, technique. Il insiste, ce qu'il a vu n'était ni un avion, ni un ballon, ni un phénomène naturel. C'était un objet technologique extrêmement évolué. L'affaire de Bariloche est aujourd'hui l'un des cas d'OVNI les plus crédibles d'Amérique latine, impliquant un pilote professionnel, une panne électrique documentée, une confirmation militaire, et une série de manœuvres aériennes non explicables par la technologie connue. Je volais en Arizona, tard dans la nuit. On était en approche finale, à peine à quelques centaines de pieds du sol. Le train d'atterrissage était sorti, les volets abaissés, on sentait déjà l'avion ralentir, prêt à toucher la piste. Les lumières de la ville brillaient doucement en dessous, comme un tapis d'aiguilles tremblantes. Et là, sans le moindre avertissement, l'avion a cabré brutalement. Le nez s'est levé vers le ciel, les moteurs ont rugi d'un coup, et l'appareil est reparti en montée raide. C'était violent. Rien à voir avec une turbulence ou un atterrissage manqué ordinaire. C'était une montée en force, désespérée. J'ai senti mon estomac se décrocher. Des cris ont éclaté. Des gens agrippaient leurs sièges, d'autres regardaient autour d'eux, complètement paniqués. L'ambiance à bord est passée de calme à panique pure en quelques secondes. J'ai eu le temps de penser que quelque chose n'allait pas du tout. Ce n'était pas une simple manœuvre. C'était une réaction d'urgence.
Après quelques minutes qui ont semblé durer 1 heure, le pilote a enfin pris la parole. Sa voix était tendue, mais contrôlée. Il nous a expliqué qu'un autre avion était toujours sur la piste et qu'au dernier moment, il avait dû remettre les gaz pour éviter une collision. L'appareil en question n'avait pas dégagé la piste comme il aurait dû. L'erreur était réelle, humaine ou technique, on ne saura jamais. C'était passé à rien. 400 pieds. Peut-être moins. Si le pilote avait hésité une demi-seconde, si les conditions avaient été différentes, je ne serais pas en train de raconter ça. On a refait un tour, et on a atterri un peu plus tard sans incident. Mais personne n'avait vraiment repris son souffle. Il y avait ce silence lourd, pas de soulagement bruyant, pas de rire nerveux. Juste des regards dans le vide et des respirations hachées. Une fois à l'intérieur de l'aéroport, certains ont foncé dehors, d'autres sont restés plantés là, comme si leurs jambes ne savaient plus quoi faire. Moi, je suis allé m'asseoir un long moment sans rien dire. Parce que ce soir-là, j'ai vraiment compris à quel point tout peut basculer en une poignée de secondes. J'ai pris un vol avec Aeroflot à travers une tempête si violente que je me demande encore comment on en est sorti intact. Les avions russes ne contournent pas les tempêtes comme les compagnies occidentales le font. Ils foncent. Et ce soir-là, on était en plein dedans. Le ciel explosait de l'intérieur, des éclairs bondissant de nuage en nuage, illuminant l'obscurité par vagues roses, violettes, grises. Une lumière presque irréelle, comme si on survolait un monde fantastique et enragé. La pluie ne tombait pas. Elle frappait. Des rideaux d'eau noire, denses, impénétrables. L'avion tremblait dans tous les axes, les ailes frémissaient comme si elles voulaient fuir. Les passagers ne parlaient plus. On ne dormait pas, on attendait. C'était comme traverser un concert de métal apocalyptique, version céleste. Le genre d'épreuve où on ne pense plus à l'atterrissage, juste à la minute suivante. Et pourtant, on est passé. Pas indemne dans nos esprits, mais vivant. Une autre fois, vol intérieur entre la côte ouest et l'est du Texas. À l'approche, le sol était recouvert d'un voile opaque, une couche basse de brouillard glacé, dense comme de la pierre liquide. On ne voyait rien, juste ce tapis de brume uniforme et inquiétant. L'avion n'a pas reçu l'autorisation d'atterrir pendant 40 bonnes minutes. On a tourné en rond au-dessus de l'aéroport, prisonnier du ciel, jusqu'à ce qu'on soit finalement dérouté vers San Antonio, à plusieurs centaines de kilomètres. Sauf que même là, la brume était toujours là. Épaisse, collante, irréelle. On a atterri à l'aveugle, sans voir la piste avant les toutes dernières secondes. Un atterrissage brutal mais réussi. Puis ils nous ont mis dans des bus, qui ont roulé des heures dans ce brouillard glacial, pour rejoindre la destination initiale. Tout le paysage était figé sous cette chape blanche. Le givre sur les cactus, le verglas noir sur les routes, les pics givrés sur les fils de fer. Et ce silence. Pas celui de la paix. Celui du gel. J'ai ensuite roulé jusqu'à l'ouest du Texas et au nord du Mexique. Marfa, Big Bend, le désert du Chihuahua. Tout était enveloppé par cette brume froide, constante, comme si elle avait décidé de coloniser la terre. La nuit, le sol se transformait en piège lisse, les branches craquaient sous le poids du givre, les cactus étaient couverts de stalactites. Une vision de fin du monde silencieuse. On a fini par camper là-dedans. Dans la brume. Complètement enveloppé. Et parfois, en grimpant suffisamment haut, on dépassait le plafond. On voyait le soleil, le ciel bleu, la chaleur. Mais dès qu'on redescendait, elle était là, nous attendant, nous engloutissant à nouveau. Le froid, la brume et le verglas ont finalement eu raison d'un semi-remorque. Il a glissé et emporté une dizaine de poteaux électriques. L'ouest du Texas est tombé dans le noir total. Et alors, les rangers ont commencé à cuisiner. Brasseros improvisés, BBQS sous les auvents, pour qu'on reste au chaud et qu'on mange. Des silhouettes fantomatiques dans la brume, distribuant du café brûlant et du pain grillé. Une scène de survie tranquille, presque fraternelle, au milieu d'un paysage gelé qui semblait vouloir nous oublier là.
Lors d'un vol entre Tokyo et Los Angeles, un Américain a commencé à faire les 100 pas dans l'allée de l'avion, puis s'est lancé dans une tirade complètement délirante juste à côté de moi, mêlant le dessin animé japonais Empannement et les attentats du 11 septembre. C'était tellement absurde que je m'en souviens presque mot pour mot. Il criait « Je vais blesser personne ». Mais un gamin de 5 ans qui regardait Empannement vient de me dire que le 11 septembre, c'était un coup monté. Non, le 11 septembre c'était réel, des gens sont morts, le 11 mars aussi c'était réel. Empannement lave le cerveau des enfants et c'est raciste. Beaucoup de passagers n'ont entendu que quelqu'un hurler « 9 novembre », ce qui est à peu près la dernière chose qu'on veut entendre en avion. Le type a été déplacé à l'arrière de l'appareil et placé sous surveillance des membres de l'équipage pour le reste du vol. Je me souviens qu'un des pilotes est venu lui parler pour lui expliquer que la police de l'aéroport l'attendrait à l'arrivée. Il a été débarqué en premier et, en sortant de l'avion, je l'ai vu encerclé et interrogé par une bonne 8aine d'agents. Je quittais Camp Pendleton au milieu des années 2000 pour me rendre à ma première école à Monterey, en Californie. J'étais épuisé après l'entraînement et je me suis endormi dans l'avion, assis à côté d'un de mes camarades qui voyageait avec moi. À un moment du vol, je me suis réveillé en sursaut à cause d'un bruit violent, comme un crash sourd. Peu après, on nous a annoncé qu'on allait faire un atterrissage d'urgence dans un petit aéroport quelque part en Arizona. Je ne voyais rien d'anormal depuis ma place, pas de panique apparente chez les passagers, mais les agents de bord étaient tous sanglés à leur siège et on était déjà en descente rapide. Une fois au sol, pendant le débarquement, j'ai eu un bref aperçu du cockpit en passant et là, j'ai vu que la vitre frontale était littéralement éclatée, une vraie toile d'araignée de fissures, avec du verre ou du plastique fracassé de partout. Je ne sais pas ce qui a percuté l'avion, mais c'était suffisamment grave pour pulvériser le pare-brise. On a dû passer la nuit dans un hôtel sur place, et prévenir notre contact en Californie pour signaler notre retard. Sur le moment, j'étais surtout fatigué et un peu déboussolé, mais ce n'est qu'après coup, sur les vols suivants, que la peur a commencé à s'installer. Jusqu'à cet instant, je pensais que les avions et leurs composants étaient presque indestructibles. Après ça, j'ai commencé à vraiment réfléchir à ma sécurité à chaque vol. Le 21 octobre 1978, à 19h06, Frédéric Valentiche, jeune pilote australien de 20 ans, décolle à bord d'un petit avion léger, un Cessna 182 litres, depuis l'aéroport de Moorabbin, près de Melbourne. Sa destination est King Island, une île au sud, dans le détroit de Bass. Il vole seul, de nuit, dans des conditions météorologiques calmes. Frédéric est un passionné d'aviation, fasciné par les phénomènes aériens et les ovnis, ce que ses proches savent. Il est sérieux, bien que certains instructeurs le jugent un peu rêveur. Il n'a pas signalé de cargaison ni de passagers, ce qui rend encore plus étrange la nature de son vol. À 19h06, il contacte le contrôle aérien de Melbourne et entame une communication qui, 20 minutes plus tard, deviendra l'un des échanges les plus énigmatiques de l'histoire de l'aviation. À 19h06, il vole à 4500 pieds au-dessus de l'eau. Soudain, à 19h06 précisément, il appelle le centre de contrôle pour signaler qu'un appareil inconnu semble le suivre à une altitude légèrement supérieure. Il décrit une série de lumières vertes brillantes qui se déplacent rapidement. L'objet, selon lui, semble jouer avec son avion, le contournant à grande vitesse. Le contrôleur au sol, peu convaincu, lui demande des précisions. Frédéric dit que l'objet n'a pas l'air d'un avion, qu'il se déplace très vite et qu'il ne peut pas identifier de fuselage clair. Sa voix est tendue, mais pas paniquée. Il explique que le moteur de son avion a commencé à tourner de manière irrégulière. Le contrôle au sol tente de le guider, mais la communication devient de plus en plus chaotique. À 19h12, Frédéric affirme que l'objet survole son avion, qu'il n'est plus visible dans son angle de vision, puis réapparaît. À 19h20, dans l'un des derniers échanges, il déclare « Ce n'est pas un avion ?» Ce sont ses dernières paroles. Après cela, le contrôle n'obtient plus de réponse. Mais ce qui suit est encore plus troublant. Pendant 17 secondes, un bruit métallique, grinçant, est enregistré sur la fréquence,
comme un frottement étrange, sans aucune voix humaine. Aucune balise de détresse n'est activée. Aucun contact radio n'est rétabli. L'alerte est donnée immédiatement. Des avions et des bateaux sont envoyés à sa recherche dans le détroit de Bass. Pendant plusieurs jours, l'Australie mobilise ses ressources. Mais aucun débris, aucune trace de carburant, aucun signe de crash ne sera jamais trouvé. L'enquête officielle conclut à une disparition inexpliquée. Aucune preuve de désorientation du pilote n'est retenue de manière définitive. Certains pensent à un accident, d'autres à une hallucination, mais l'enregistrement audio, la clarté des propos de Frédéric et l'absence de preuves matérielles alimentent depuis les spéculations. Pour beaucoup, ce soir d'octobre 1978, un jeune homme a peut-être vécu une rencontre avec quelque chose d'inconnu et n'est jamais revenu. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.